Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC rapidement, surtout sur du court terme. Est-ce qu'il y a des setups d'achat? Qu'est-ce qu'on voudrait voir actuellement pour se positionner? Et on va surtout se concentrer sur Ether et également surtout sur des altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai noté AVAX, ZK, FTM et FET. Et on finira sûrement par le marché US qui est pas très loin de faire un nouvel ATH. On avait quelques petites réactions acheteuses. On verra tout ça en détail. Avant de commencer la vidéo, profitez pour ceux que ça intéresse, il y a l'offre en cours des rabais sur TradingView pour les abonnements. C'est la meilleure période de l'année. Moi, à chaque fois, je me réabonne à ce moment-là parce que c'est là où il y a les meilleures offres. Vous aurez pas de meilleures offres durant l'année. Donc, si vous avez besoin d'un abonnement, alors ça dépend après ce que vous voulez faire. Hein. Il y a une différence quand même entre l'essentiel et le premium. Ça dépend du nombre de charts que vous voulez mettre sur votre graphique. Ça va dépendre des indicateurs que vous voulez, du nombre d'indicateurs que vous voulez, les alertes, etc. Le mieux, c'est de regarder. Mais en tout cas, si vous voulez vous abonner, c'est la meilleure période. Donc voilà, ça je voulais vous le dire pour ceux qui n'étaient pas au courant. Maintenant, BTC, où est-ce qu'on se situe? On est sur la zone qu'on avait identifiée, les 95 000 $. Hier, on en avait parlé que c'était une zone que je surveillais. On est passé ici sous les 97 000 $, donc on est passé quand même sur un niveau important. On voit que le tunnel 15 minutes, il faisait office de support, on l'a un peu flip en résistance. Enfin, c'est surtout on est repassé en dessous, on l'a pas vraiment retesté comme résistance vu qu'il était globalement plat, vu qu'on était dans un range. Et maintenant, on est dans une bonne zone de localisation pour chercher des achats, vu qu'on est dans notre tunnel 1 heure. Donc on a une bonne confluence entre cette zone d'imbalance. On avait un point pivot weekly qu'on est en train de travailler. Voilà, c'est un niveau actuellement intéressant pour chercher des achats. Maintenant, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Certains, ils vont attendre d'avoir un ravalement, par exemple, on en avait un à ce niveau-là. D'autres, ils vont attendre d'avoir une plus grande pattern, rentrer plus haut, mais avoir plus de conviction, d'avoir un retournement de nos tendances. Certains vont attendre de repasser au-dessus du tunnel 15 minutes. Comme je dis, c'est propre à chacun. Ce qui est sûr, c'est on a eu une réaction acheteuse ici. On est potentiellement en train d'en avoir une deuxième. On peut le voir sur le delta ici. Là, j'ai la représentation des deltas sur différents exchanges. On a Binance Perpetuel, Bybit Perpetuel, OKEx Perpetuel, Binance Spot, Coinbase Spot et Bybit Spot. Et on voit qu'on avait un delta qui était fortement négatif pendant la baisse, ici, tout le long de cette baisse. Et au moment où on a posé un bottom, on a retrouvé ici une bonne pression acheteuse. On voit ici sur Bybit Spot, par exemple, on avait une bonne pression acheteuse, également sur les autres exchanges. Alors le delta, on m'a posé une question, on m'a demandé, est-ce que Nico, des fois tu peux aller un peu plus en détail dans tes analyses, avec des outils un peu plus poussés? Il y a beaucoup de débutants, donc là ce que je vais dire, je peux m'aventurer dans des choses vraiment plus poussées, j'ai peur d'en perdre plus d'un, mais on va essayer. Donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus, si l'explication que je vais apporter là, c'est parce que c'est intéressant, je vais essayer de vous apporter une vision du marché, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir, et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous êtes perdu, si c'est simple pour vous. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est ici, le delta, c'est quoi? C'est la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Lorsque vous tradez sur les marchés, vous avez ce qu'on appelle des ordres makers et des ordres takers. Alors, hop, si je peux éviter de faire des fautes, parfait. Un ordre maker, ça va être soit un buy limit, soit un sell limit. Ce qu'on appelle ordre maker, c'est des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Un ordre maker, il apporte de la liquidité dans le carnet d'ordre. Un ordre taker, ça va être un buy market et ou un sell market. Or là, tous ceux qui attendent que je leur dise quoi faire, quoi acheter sur les marchés, ils ont déjà quitté la vidéo, parce que là on rentre vraiment dans le concret, mais c'est comme ça, c'est le trading, hein. Si vous voulez vraiment apprendre, vous devez maîtriser ça. Donc en fait, c'est nos deux types d'ordres. On a soit un ordre maker, soit un ordre taker. Et je vais aller même encore plus loin, on va prendre un carnet d'ordre. Hop, spot, tac. On va prendre un carnet d'ordre de Binance, on va faire un screen. Voilà, donc ça, c'est notre carnet d'ordre. Donc les ordres makers, ils sont où? Ils sont là. Ça, c'est nos ordres makers. Donc ça, c'est nos sell limit. Et ça, c'est nos ordres makers. C'est nos buy limit. D'accord? C'est des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Ils apportent de la liquidité dans le carnet d'ordre, mais en aucun cas, ils impactent le prix. Ce qui va impacter le prix, c'est les ordres takers. Les ordres takers, ils vont directement, c'est des acheteurs ou des vendeurs agressifs, ils vont se faire immédiatement exécuter et ils prennent la liquidité dans le carnet d'ordre. Et ils vont, en contrepartie, exécuter un ordre maker, parce que dites-vous que quand il y a un acheteur, il y a en face automatiquement un vendeur. Et inversement.
un vendeur est égal à un acheteur. Si là, je veux acheter des BTC tout de suite, maintenant, immédiatement, en passant par un buy market, je vais directement exécuter l'ordre au-dessus où j'ai 0,64 BTC. Alors là, je dis l'ordre, il y en a plusieurs, il y a peut-être 3, 4, 7, 8 personnes, ça peut être une personne, on sait pas. Mais en tout cas, ici, il y a 0,64 840 BTC qui sont en attente d'être vendus sur le prix des 95 232 $. Si je veux passer au prix au-dessus, je dois acheter ce montant-là, et dans ce cas-là, on pourra passer au prix juste au-dessus. Si là, je me ramène avec, par exemple, 5 BTC, et je long, et ben on va calculer, ici on va faire un total jusqu'à avoir 5 BTC, et le prix va upticker jusqu'à que les 5 BTC seront fill tout simplement lorsqu'on aura exécuté la contrepartie en face. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que on a ces deux types d'ordres. Et le delta, on revient sur ce qu'on a dit ici, c'est tout simplement la différence entre les buy market et les sell market. Donc entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Parce que ce que vous ne voyez pas avec l'analyse technique, et ça on peut utiliser le footprint pour le représenter, c'est que dans le footprint, ici, à l'intérieur d'une bougie, on peut avoir la représentation des intervenants sur les marchés, sur les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Ici, on a tout simplement, à l'intérieur d'une bougie, comment les intervenants se sont comportés, et on peut voir tout simplement les acheteurs agressifs à droite et les vendeurs agressifs à gauche. Et le delta, ça va être tout simplement la différence entre ces acheteurs agressifs et ces vendeurs agressifs. Donc si sur une bougie comme ça, j'ai 50 BTC en buy market, c'est-à-dire 50 BTC qui ont été achetés de manière agressive, et en face j'ai 25 BTC qui ont été vendus de manière agressive, 50 moins 25, ça fait 25, c'est-à-dire que j'ai un delta positif de 25. Inversement, si on a sur une bougie de 1 minute, à l'intérieur, 35 BTC vendus en sell market contre 15 BTC achetés en buy market, on aura du coup un delta négatif de moins 20. Parce qu'automatiquement, on a ici plus de sell market, et ça nous indique que tout simplement, on a déjà une pression baissière, et en plus, on a tout simplement des vendeurs agressifs qui sont manifestés, ce qui est traduit par un delta négatif, parce que si on fait la soustraction entre les deux, on est tout simplement en négatif. Et c'est ce qu'on a ici. Et ça nous permet tout simplement de voir comment les intervenants se comportent. Faut regarder ça en fonction du prix. On voit que pendant toute cette baisse-là, on avait un delta qui était fortement négatif, ce qui est traduit du coup par cette baisse, sans spécialement de réaction acheteuse. On voit que même qu'on avait des petite tentative de bottom, c'était assez timide, et au moment ici où on a bottom, on voit qu'on est reparti quand même avec ici des phases où on avait un delta assez positif. Voilà, on voit bien ici en plus sur Bybitspot, au moment du bottom ici, on retrouve un delta positif, chose qu'on n'avait pas spécialement avant. Donc voilà à quoi il sert le delta, il nous permet de voir la différence entre les buy market et les sell market. Et c'est ces ordres-là qui font bouger le marché. C'est eux qui ont de l'importance, parce que si vous n'avez pas ces ordres takers, vous avez juste des ordres limites, le marché ne bouge pas, parce que faut aller chercher de la liquidité, et ça passe par avoir des exécutions agressives. Si vous n'avez pas ça, le marché va rester plat, parce que personne ne fait bouger le marché. C'est eux qui font bouger le marché. Et le delta, c'est important, parce que ça vous permet de voir sur une période de temps, de 1 minute, 3 minutes, ça dépend de comment vous configurez votre graphique, de voir sur cette période de temps, est-ce qu'on a eu plutôt un delta positif ou un delta négatif. Delta positif, ça signifie que pendant cette période, on a eu beaucoup plus d'acheteurs agressifs que de vendeurs agressifs, et inversement. Alors quand je dis beaucoup plus, c'est pas en nombre de personnes, c'est en nombre de BTC qui ont été tradés. Il y a eu beaucoup plus de buy market que de sell market en quantité de BTC. Voilà, c'était juste pour l'explication. Dites-moi si c'est clair, dites-moi si je vous ai perdu, dites-moi si ça vous intéresse beaucoup plus ce genre d'explication. Mais comme je dis, si vous êtes débutant, c'est normal que vous n'ayez pas tout compris. Essayez de retenir quelques informations, mais ça peut être pertinent pour certains qui souhaitent progresser dans leur trading. Donc BTC, ouais, bonne zone ici pour chercher des achats, mais personnellement, je préfère attendre d'avoir une pattern de retournement type structure en W, une petite pattern comme on a ici. Alors on la voit mieux en 30 ou 15 minutes, mais vous voyez ici la différence où on a une vague baissière, on pump, on fait un pullback ici, et là on fait un creux plus haut que le précédent, et on break. Et là au moment où on break, pullback, ça c'est une structure en W comme je les aime, on sort de cette phase de latéralisation, on pullback, là ça peut être intéressant. Là, se positionner ici, l'avantage c'est que si vous avez le bottom, vous avez une zone d'entrée qui est très intéressante.
mais vous avez moins de probabilité que d'attendre d'avoir la structure de retournement qui peut potentiellement vous faire rentrer plus haut, mais au moins vous avez beaucoup plus de conviction. Donc voilà, BTC qui bataille son niveau des 95 000 $. Si on le perd, faudra surveiller la zone des 92 000, 93 000 $, qui sera une bonne zone à surveiller. Maintenant, j'ai envie de dire, BTC corrige, mais les altcoins ne prennent pas spécialement beaucoup plus cher que ça. On voit qu'on a une baisse de la Bitcoin dominance, et c'est plutôt bon signe. Je vous en avais parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, que c'est possible d'avoir un BTC qui baisse, avec des altcoins qui baissent, mais pas spécialement autant que le BTC. Parce qu'il y a eu des périodes, rappelez-vous, hein, et ça sera sûrement le cas dans le futur également, mais il y a déjà eu des périodes où BTC prenait un moins 3%, et on avait des altcoins qui prenaient un moins 8, moins 10, moins 15%, parce que on était plutôt dans une Bitcoin season avec des altcoins qui étaient faibles. Je dis pas qu'on est dans une altcoin season, je dis juste que j'en parle depuis quelques jours, voire même deux semaines là, qu'on est dans une phase où potentiellement on est en train de trouver un top sur la Bitcoin dominance, et si c'est le cas, et qu'on a un rejet, pour le moment c'est trop tôt, on est toujours dans un range, si on commence à s'installer en dessous, là ça serait pas mal, et le vrai break, ça serait la cassure du canal haussier, là, le bas du canal haussier, on aurait vraiment une confirmation. Donc faut surtout surveiller cette charte. Pour le moment c'est trop tôt, on a des premiers signaux qui sont encourageants, mais vraiment trop tôt pour dire ok, on est en altcoin season. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir ce genre de baisse sur BTC et des altcoins qui réagissent plutôt bien. Au niveau d'Ethereum, Ethereum, vraiment le signal, ça serait une clôture au-dessus des 3500 $. Déjà, c'est un niveau qui est très souvent défendu, là. On en avait déjà parlé, il me semble, hier également. C'est un niveau qui est très surveillé, et à chaque fois qu'on y va, on a des vendeurs qui se manifestent. Donc, ouais, il faudrait vraiment avoir l'installation, parce qu'on le voit pour le moment en 4 heures. Quand on break, c'est des breaks qui sont assez timides. Vous voyez, hop, on break ce niveau-là, mais on le réintègre assez rapidement. Là, on break ce niveau-là, avant en fonction de la clôture, mais on est parti potentiellement pour le réintégrer. Donc c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'on manque de momentum sur Ether. Le gros niveau à ne pas réintégrer, c'est le niveau des 3370. Si on commence à s'installer en dessous de ce niveau-là, on aurait la réintégration, et le prochain niveau qu'il faudra surveiller, c'est les 3200 $. Mais pour moi, Ether est plutôt pas mal, mais on voit que là, on a de la réaction vendeuse, on le voit bien. À chaque fois on mèche, et on a du mal à partir. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une confirmation de réveil vendeur vers les 3500, et surtout là, on est en train de piéger des acheteurs. Parce que là, on a des acheteurs qui se sont fait piéger ici, qui ont la tête sous l'eau, et potentiellement c'est des gens qu'on peut liquider. Donc tracez vos zones. De toute façon, la meilleure chose, c'est d'avoir un plan. Il y en a encore beaucoup qui me posent la question en message privé, et malheureusement, je préfère vous répondre ce que je vais vous répondre là par la suite, que ce que la majorité pourrait vous répondre en vous disant oui, BTC va faire ci, va faire ça. C'est que quand on arrive et qu'on me pose comme question, oui, tu penses que BTC il sera où demain? Oui, tu penses BTC va faire quoi? Oui, j'ai clôturé ma position, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je dois acheter? Je ne suis pas divin, je ne peux pas prédire l'avenir, et toutes les personnes qui vous font des scénarios comme ça en zigzag, on fait ça, puis après 82 000, et après direction to the moon, 1 million, etc. C'est des acteurs, c'est des menteurs, ils n'en savent rien. La meilleure chose à faire, c'est de tracer vos zones, et quand on arrive sur ces zones-là, regardez si vous avez une réaction acheteuse, et positionnez-vous en conséquence. Et ça passe par avoir un plan de trading, et des règles que vous respectez. Et même si vos règles, ils sont pas bonnes, ce qui peut être le cas au début, et ce qui sera sûrement le cas, vaut mieux avoir un plan mauvais que de pas avoir de plan du tout. Ça, c'est vraiment important. On va analyser les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Je commence du coup par Avax. Alors, Avax, il est venu pullback sa zone des 20 $. Sur cette zone-là, on a eu ici une pattern de retournement. Alors, on a cette première structure en W, on en a une plus grande ici, on a le break, on a un petit pullback ici au niveau de la ligne de coup, et depuis, on est bien parti. On est dans une dynamique qui est haussière. De toute façon, si je mets des moyennes mobiles, on sera bien orienté à la hausse. Donc déjà, pour de la continuation de tendance, on cherche des achats. Tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des bonnes zones pour l'accompagner. Et sinon, si je regarde sur du moyen long terme, on va dire, on approche de la zone de rechargement de short. Hop. Donc ouais, on a déjà une première réaction vendeuse sur les 0,118. C'est un niveau qui est compliqué pour chercher des achats, parce qu'on veut pas se positionner sur une zone où on est plutôt dans une zone de prise de profit, où les vendeurs peuvent se manifester. Vous voyez, on a une confluence là, zone d'imbalance, on a le chiffron psychologique des 50 $, c'est une zone où techniquement chercher des achats c'est compliqué. Là, si je devais chercher des achats sur Avax, ça serait au cas où on a une correction et qu'on vient chercher les 30 $. On serait sur un moins 25% à partir de maintenant. Si je prends du point le plus haut, on serait sur un moins 35% à peu près. Et c'est là l'importance de placer ces ordres en mode épuisette. On l'avait évoqué le sujet hier, et là on a une bonne confluence. Chiffron psychologique des 30 $, niveau de support, on a sûrement des moyennes mobiles. On a le tunnel daily, on a également un déséquilibre à venir combler. Voilà, ça c'est une
ici, c'est une bonne zone à ce niveau-là, selon moi, pour chercher des achats au cas où on a un dip sur Avax. Après, là, si on se positionne sur du long terme, il y a quand même des convictions dans le projet, renseignez-vous, tout ça que si vous n'avez pas de conviction dans le projet, c'est là où vous pouvez plus facilement vendre et panic sell pendant des phases de turbulence où le marché baisse. Quand vous avez de fortes convictions, vous savez que si le marché baisse, vous avez confiance dans ce quoi vous avez investi, vous savez que c'est des projets intéressants et vous allez moins panic sell parce que vous faites confiance et vous savez que c'est pertinent là où vous avez investi. Que si vous avez écouté n'importe qui vous dit oui, achète ça, achète ça, achète ça, au moment où ça baisse, c'est plus simple de vendre parce que c'est pas une décision de vous, c'est une décision de quelqu'un d'autre. Donc ouais, surveillez Avax si on revient ici, mais en tout cas c'est une bonne zone et si on fait un nouveau sommet, zone de rechargement de short, hein. De toute façon ça c'est du classique, hein. Alors on est venu pullback les 0,382, projet vendeur là en confluence avec cette ligne de coup. Là on a une pattern de distribution à ce niveau-là. Hop, la ligne de coup au niveau des 63$ et on voit qu'on a une réaction. Si on réintègre, pour moi on n'a pas de mal d'aller chercher ensuite les $100. On a une bonne confluence au niveau des $100, zone d'un point de vue action de prix qui fait office de résistance et ici zone de rechargement de short entre 0,118 et 0,786. Alors ZK, est-ce que je peux avoir plus d'historique? Il me semble pas. Non, je crois pas, je vais avoir plus d'historique. Je vais regarder sur crypto comme ça. Non, je vais prendre je sais plus si j'ai plus d'historique, je vais vérifier par curiosité. Si vous voulez regarder comme ça, si vous êtes sur une charte, vous êtes embêté, vous pouvez aller sur, voilà. Alors attendez, hop. Sur CoinMarketCap. Et 24 juin. Ouais, non, j'ai pas plus d'historique. Vous allez sur CoinMarketCap, vous faites all, et vous pouvez ici tout voir. Donc je n'ai pas plus d'historique. Ouais, non, mais c'est vrai que ça avait été listé ça avant cet été-là, juin. Alors, d'un point de vue chartisme, on est plutôt pas mal. J'ai pas assez d'historique pour vraiment faire une analyse complète d'un point de vue technique, mais déjà ce que je vois, c'est que on a ces patterns de retournement qui nous montrent que on est dans une phase où la demande est supérieure à l'offre. On est sur des creux et des sommets de plus en plus hauts. Ça, c'est identifiable. Notre théorie de dos nous indique que on est bien dans une dynamique qui est haussière. Maintenant, est-ce que c'est le moment de se positionner? Quand on a très peu de charts comme ça, c'est toujours compliqué. Le point important, c'est de prendre le market cap et de se dire, par rapport au projet, par rapport aux connaissances que vous avez, est-ce que tout simplement on est sur un market cap qui est réaliste? Sachant que nous n'avons pas toute la supply qui est en circulation, et si on met toute la supply, on aurait ici un market cap non pas de 630 millions, mais de 3,6 milliards. Pourquoi on n'a pas tout qui est en circulation? Parce qu'au moment d'un lancement, vous avez des tokens qui sont bloqués dans un smart contract qui vont permettre de financer l'équipe, le fondateur, les investisseurs privés. Et ça va être une supply qui va être libérée avec le temps. Et automatiquement, dès qu'elle est libérée, on a une hausse de la circulating supply et ça engendre en général une hausse du market cap. Donc ça, c'est à vous de voir si c'est un projet que vous estimez sous-évalué ou surévalué. Mais en tout cas, pour le moment, on est dans une dynamique qui est haussière. Si je mets des moyennes mobiles court terme, on voit bien que on a ici un 1 heure qui est orienté à la hausse, qui fait office de support, un 15 minutes également, enfin je parlais du 15 minutes, un 1 heure également. Alors, pour le moment, dans ce genre de chart, on cherche à faire de la continuation de tendance. Maintenant c'est compliqué, hein, quand on a très peu d'historique comme ça, que ça soit pour se positionner ou même pour prendre des profits, meilleure chose à faire c'est prendre des profits sur la montée, sur des chiffres ronds, 0,30 centimes, 0,50 centimes, de regarder le market cap et de regarder comment le marché évolue sur le côté. Enfin quand je dis sur le côté, c'est genre BTC, Ether, ce genre de chart qui peuvent driver le marché des altcoins. Alors FTM, la chart elle est intéressante parce que on est venu pullback ce niveau-là. Hop, on voit que c'est un niveau qui est très important. Le niveau des 55 centimes de dollars. On a plutôt une bonne réaction. Maintenant, on se trouve quand même assez rapidement sur résistance. Parce que là, on a un gros niveau à passer. C'est notre ligne de coup de cette pattern de top. Là, on a un M-top. On voit bien la structure de sommet creux. Sommet plus bas que le précédent, creux plus bas. Donc ouais, on a franchement la zone entre les 1,40 et les 1,10. C'est un gros mur quand même. Par contre, si on réintègre, pour moi là c'est direction la TH. Il n'y a pas grand chose après. Ouais, c'est un retour au moins de 3 dollars, 3,3 dollars. C'est la prochaine zone parce qu'on serait sur la réintégration d'un range. Donc dans ce genre de configuration, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc c'est compliqué de chercher des achats quand on est proche comme ça de résistance. Ça serait bien d'avoir un retracement éventuellement pour se positionner et viser par la suite la continuation de tendance. Mais pour le moment, là, si je regarde sur du moyen terme, on est dans une tendance haussière, vu qu'on voit qu'on fait à ce niveau-là
des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Maintenant, le plus important, c'est toujours d'avoir une bonne exécution. Et l'exécution, c'est important. On pense souvent, on se dit oui, j'achète, dans tous les cas, ça va monter, puis c'est pas grave, je hold, etc. Mais il y a une différence, par exemple, ici, on a eu une baisse de moins 70%. La personne qui est rentrée à ce niveau-là n'est pas aussi sereine que la personne qui est rentrée à ce niveau-là. C'est pas pareil. Parce que cette personne-là, alors oui, elle prend en moins 70%, sauf qu'elle est toujours en plus-value de 50-60%. Et automatiquement, psychologiquement parlant, l'approche, la vision et la gestion de position va être différente. C'est là l'importance du timing. On peut pas savoir à l'avance ce que le marché va faire. Par contre, mieux votre timing est bon et moins vous serez handicapé, on va dire, sur vos positions, en mode où vous êtes bloqué, vous savez pas trop quoi faire. Je prends mon exemple. Moi, BTC, je suis rentré à 20-25 000 $. Aujourd'hui, qu'il soit à 95 000, 83 000, 97 000 $, je ne stresse pas parce que déjà je sais que c'est des niveaux, il y a très peu de chances qu'on les revoie, j'y crois pas qu'un BTC revienne aussi bas, et puis après voilà, faut laisser avec le temps, évoluer le marché, on prend nos profits, mais c'est là l'importance d'avoir une bonne exécution pour être, j'ai envie de dire, beaucoup plus tranquille, soulagé, et de pas prendre de mauvaises décisions parce qu'on a un marché qui baisse. Vous voyez, cette personne-là, il y a peu de chances qu'elle panique sell parce qu'elle est toujours en positif, celle-là a peu plus facilement panique sell quand on a un moins 70%. Et je vais terminer par fait. Alors, le narratif sur l'intelligence artificielle s'est vraiment calmé. On a eu notre narratif sur les mêmes coins. Là, on a un peu notre narratif sur les anciens coins avec XRP, XLM, ce genre de crypto qui pump. Je pense que la narrative sur l'intelligence artificielle va revenir. Je ne sais pas quand, parce que je peux pas prédire ce genre de choses. Mais là, on est dans une petite phase de compression. Maintenant, le lancement de ASI, la fusion là, entre les trois tokens, a mal été géré. Il manque de communication, selon moi. Donc, ça peut freiner le projet. On est venu pullback l'ATH, également les 0,786. Pour moi, ouais, quand on est dans une zone de rechargement long terme comme ça, entre 0,118 et 0,786, on reste dans une bonne zone d'achat pour faire de l'investissement long terme. Par contre, attention, c'est des cryptos qui potentiellement en bear market peuvent prendre plus cher que d'autres cryptos. Je sais plus si FET d'un point de vue tokenomique c'est pas mal. Je me rappelle plus ce que ça donne. Market cap, FDV, non ça. Vous voyez que la market cap est proche de la FDV. La FDV, c'est quelle est la market cap si on avait tout simplement toute la supply en circulation. Donc non, ça va. Parce que le pire, c'est attention aux cryptos qui ont pas mal de jetons à débloquer, qui ont une FDV assez importante. En général, c'est ce genre de projets qui se font défoncer en bear market. Donc c'est souvent les projets qui viennent de commencer, parce que ils viennent de se lancer. C'est là où souvent on a une supply qui est plutôt faible. Voilà. Faites phase de compression. Et hop, on va mettre un Fibo. On a nos zones de rechargement de short et on a un gros niveau vers les 2,15 $. Je serais pas fan moi d'en acheter là. Je trouve ouais, j'aurais préféré avoir un retracement. Alors soit je me serais positionné, je suis pas investisseur sûr en fait, mais soit je m'étais positionné sur les 0,786 où là c'était une bonne zone d'achat. Si on y revient, ça reste une bonne zone d'achat. Et si on doit aller plus bas, on a la zone là des 50 centimes. C'est également une bonne zone. Confluence avec ligne de coup, la liquidité sous ce creux-là. Si vous devez chercher un achat sur FET, et si on y va, je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, là vous avez une très bonne zone d'entrée. Après on aurait quand même la réintégration d'un ATH, mais on serait quand même sur une bonne zone de localisation. J'ai rien d'autre à ajouter de plus, dites-moi les altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire. Je vous laisse avec ça, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, une bonne communauté qui s'entraide, qui partage des charts, des trades, des avis, je vous donne des tutos, je vous partage tout simplement en fonction du marché, en fonction de vos questions, en fonction de tout ce que vous voulez, mais en tout cas c'est un groupe qui apporte de la valeur, c'est un groupe qui s'entraide bien, c'est entièrement gratuit pour ceux qui se posent la question, vous pouvez le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.